La semaine dernière, deux très grands savants vous ont parlé des avancées de la recherche biologique et de la compréhension des mécanismes du cancer. Et ils vous ont fait entrevoir comment, dans les dernières années, des progrès considérables ont été faits dans la connaissance du fonctionnement des cellules normales, et comment des altérations d'un certain nombre de gènes qui, dans les cellules, jouent le rôle d'accélérateurs normaux des divisions cellulaires ou de freins normaux des divisions cellulaires pouvaient entraîner le dérèglement qui va donner naissance à un cancer. Aujourd'hui, j'aurais voulu, non pas répéter ce qu'ils vous ont dit, mais essayer de faire une transition qui vous expliquera, qui tentera de vous expliquer comment, à partir de ces découvertes, on peut comprendre autrement la maladie cancéreuse, comment on peut essayer de classer autrement les cancers, et comment on peut, dès maintenant, dès aujourd'hui, entrevoir des perspectives nouvelles de diagnostic et de traitement de ces maladies. Donc j'essaierai de faire ce va-et-vient un petit peu difficile entre la recherche et la réalité pratique du traitement des malades, et de vous faire comprendre en quoi c'est difficile, pourquoi c'est long, mais aussi quelles sont les possibilités, les espérances et les espoirs qu'on peut attendre dans les prochaines années. Et je voudrais commencer par une réponse à ce qui est en fait la question que vous vous posez et que nous nous posons tous, c'est pourquoi, alors qu'à la télévision ou dans les journaux, nous entendons régulièrement parler d'une grande découverte fondamentale qui éclaire le cancer d'un jour nouveau, alors qu'on a l'impression, et vous verrez que c'est vrai, vous savez que c'est vrai, que la recherche avance à très grands pas et fait des progrès considérables. Pourquoi est-ce que dans la vie quotidienne, on a l'impression, et c'est malheureusement en partie vrai aussi, que les progrès dans le traitement des malades et dans le diagnostic du cancer sont extrêmement lents et ne suivent pas le même rythme d'explosion que celui que connaît la recherche scientifique. Et c'est ce cheminement du transfert de la connaissance fondamentale du laboratoire vers le traitement des vrais malades dans la vraie vie que j'aurais voulu essayer de vous faire pénétrer et de développer devant vous. Et je voudrais commencer par quelques généralités sur la cancérologie et sur la cancérologie en Europe et en France en particulier. Je pense que le premier problème qu'il faut comprendre et que vous comprenez intuitivement, c'est que la recherche et les soins ne se développent pas au même rythme. Que la recherche est par définition quelque chose qui est très vivant, qui est très dynamique, qui progresse très vite, alors que le système de soins dans la plupart des pays européens, et peut-être malheureusement particulièrement en France, est quelque chose d'extrêmement rigide, d'extrêmement cloisonné, et qui a du mal et qui progresse très lentement. La deuxième chose, c'est que les systèmes de santé, vous le savez par la lecture des journaux et par la lecture du déficit de la sécurité sociale, les systèmes de santé sont actuellement en grande crise financière dans la plupart des pays occidentaux et en particulier en France, et qu'il y a un système de régulation des dépenses de santé qui est justifié pour sauver la sécurité sociale et sauver le budget du pays, mais qui en fait, dans la pratique, joue contre l'innovation, dans la mesure où la façon dont les gouvernants et les politiques gèrent le transfert de l'innovation et des progrès vers le système de soins, et en fait de les contrôler et de les réguler. Qu'est-ce qu'on peut penser de la recherche en cancérologie en France? On peut penser qu'en termes de performance, elle est relativement performante. Et la place de la France, c'est probablement au 3e ou 4e rang dans le monde en termes de publication, de présence dans les congrès internationaux de cancérologie. C'est une place qui est tout à fait importante. Par contre, elle est clairement fragmenté, isolé. Le système de recherche français est complexe et il est cloisonné entre 3 ministères qui, en fait, quelque part, régulent le système de recherche, puisque il y a un ministère de la recherche qui est lui divisé lui-même entre un ministère de la recherche et le ministère de l'enseignement supérieur, et les deux sont des ensembles différents.
C'est d'ailleurs très différent de ce qui existe dans la plupart des pays où la recherche se fait à l'université et où le cadre naturel de la recherche c'est l'université. En France, il y a un clivage qui existe depuis longtemps entre la recherche qui se fait au sein des organismes nationaux de recherche, l'INSERM et le CNRS, et l'université qui est gérée à son propre rythme sur des budgets différents. Et ce cloisonnement gêne justement ce qui stimulerait le transfert des connaissances, qui est en fait la pluridisciplinarité, l'interface, la circulation des connaissances et les échanges entre des disciplines de nature différente. Le système hospitalier lui-même est très cloisonné entre des structures de types différents. Les CHU, les centres hospitalo-universitaires, comme les grands hôpitaux parisiens que vous connaissez, et les centres de lutte contre le cancer, comme l'Institut de Gustave Roussy à Villejuif que je dirige, comme l'Institut Curie et comme un certain nombre de centres en province. En plus, le public et le privé, le caritatif qui joue un rôle de stimulation de la recherche, mais dont la politique n'est pas en harmonie avec celle des grands organismes nationaux de recherche, qui vient en complément, et puis les industriels qui, j'en reparlerai beaucoup, hésitent entre un réel soutien au système de recherche et leur intérêt pratique commercial qui est d'utiliser le système de soins comme un marché pour vendre des médicaments. Et d'autre part, cette recherche en France va mal. Et ça, je crois que c'est un message que vous connaissez et que vous savez, et que je crois que c'est d'ailleurs probablement le principal problème des problèmes que je vais vous expliquer, c'est qu'elle est en crise financière, mais surtout en crise humaine et morale. Les chercheurs sont malheureux en France, pour un certain nombre de vraies raisons, qui sont des raisons salariales, des raisons de statut, mais qui sont surtout, je crois, un problème de reconnaissance. C'était, il y a une vingtaine d'années, un métier très valorisé, et vous aviez envie vous-même que vos enfants deviennent chercheurs scientifiques. Actuellement, les enfants de milieux aisés ne sont pas encouragés par leurs parents à faire de la recherche, mais plutôt du commerce, être avocat. Et la recherche scientifique n'est plus une carrière valorisante en soi. Il y a un autre phénomène intéressant et qui est assez nouveau en France, c'est que les brillants chercheurs qu'on envoie se faire former à l'étranger, en particulier aux États-Unis, commencent à ne plus vouloir rentrer en France et à vouloir rester aux États-Unis parce qu'ils ont des conditions d'attractivité, de facilité de travail, au-delà même des aspects salariaux, qui sont un des vrais problèmes qui se posent à la recherche en France. Un second problème d'une autre nature que je voudrais vous faire comprendre, c'est que la façon de tester ces progrès de la recherche dans la réalité médicale, c'est ce qu'on appelle les essais thérapeutiques. C'est la recherche clinique, la recherche qui se fait sur les malades, la recherche thérapeutique, où on essaye de voir si, par exemple, mais vous verrez qu'il y a d'autres formes de recherche thérapeutique, si un nouveau médicament amène un bénéfice par rapport au traitement connu des malades. Et cette recherche clinique et thérapeutique, c'est une nécessité absolue et c'est en fait une chance pour les patients. Actuellement, vous savez, et j'essaierai de vous le redire, que des très grands progrès ont été faits dans un certain nombre de points, mais que malheureusement, ces progrès ne concernent qu'une très petite minorité des malades. Pourquoi? Parce que la recherche sur les malades en France, c'est quelque chose qui n'est pas populaire. Il y a un sentiment global qui est que quand on est dans un essai thérapeutique, c'est vraiment que tout le reste a raté et que c'est vraiment une ultime chance qu'on vous donne quand toutes les bonnes vieilles recettes ont raté. Or, c'est faux, c'est très tôt qu'il faut rentrer dans la recherche thérapeutique et les principes en dehors des principes, en dehors de des nouveaux médicaments dont je vous parlerai, on peut considérer que les plus grands progrès de la cancérologie, c'est le fait de ne pas amputer les seins des patientes atteintes de cancer du sein et de faire des traitements conservateurs de cancer du sein, et c'est de ne pas couper les jambes des enfants atteints de tumeurs des os, de stéosarcome, ce qui était il y a 30 ans le seul traitement de ces patients. Et actuellement, vous savez que malheureusement, on est encore amené à faire des amputations complètes des seins à des femmes atteintes de cancer du sein, mais que c'est vraiment dans un petit nombre de cas. Heureusement, plus de 80% des femmes en France ont maintenant des traitements curateurs, à la fois parce qu'ils ont des tumeurs plus petites, mais grâce au dépistage, mais aussi et surtout parce que
les chirurgiens associés aux radiothérapeutes, associés aux chimiothérapeutes, savent combiner les traitements, et ceci, c'est le fruit d'une recherche thérapeutique. Et donc, vous voyez que cette recherche thérapeutique a en fait des résultats très impressionnants et très forts, non pas quand elle est faite en fin de course sur des malades chez qui les tentatives de traitement conventionnels et habituels ont raté, ont échoué, où là, effectivement, la recherche apporte peut-être quelque chose, un tout petit bénéfice, qui est un bénéfice minime et qui est surtout ce qu'on a en tête, mais et d'autre part, il y a une espèce de philosophie générale qui fait pour les patients et pour les familles des patients considérer que quand on vous propose un essai thérapeutique, c'est parce qu'on vous considère comme un cobaye et non pas comme un patient qu'on respecte dans sa dignité et son intégrité. Et je crois que cette vision des essais thérapeutiques à la fois comme solution de désespoir quand tout a raté et qui est quelque chose d'aventureux, où on tire au sort les traitements, etc., est quelque chose qui est très détrimental pour notre pays. Je vous donne ce chiffre qui est tout à fait impressionnant, c'est que moins de 5% des cancéreux français, au cours de leur vie de cancéreux, qui sera plus ou moins longue et qui est heureusement souvent longue, entreront dans un essai thérapeutique et bénéficieront d'un essai thérapeutique. Alors ce chiffre est dérisoire, c'est en fait et actuellement, et je voudrais vraiment vous adresser ce message, l'entrée dans l'innovation, l'entrée dans le progrès, c'est par les essais thérapeutiques. Et au lieu de considérer que l'essai thérapeutique, c'est ce qu'on fait quand tout a raté, il serait plutôt intéressant de populariser l'idée que c'est un droit pour les patients, une chance pour les patients qu'ils doivent réclamer, et que c'est au tout début de la prise en charge de la maladie qu'ils devraient être capables, et peut-être qu'Internet jouera un rôle, que l'Institut national du cancer jouera un rôle, qui devrait comprendre que c'est plutôt là où il y a des essais thérapeutiques, qu'ils ont des chances supérieures de guérison et qu'ils ont des chances de bénéficier réellement des progrès de la recherche et de la thérapeutique. Donc il y a vraiment un problème culturel vis-à-vis de la recherche chez les patients et des essais thérapeutiques qui est un problème européen qui est français grave. Deuxièmement, une vraie question, et qui est aussi une question importante, c'est quels essais thérapeutiques? Est-ce que tous ces 5% d'essais thérapeutiques bénéficiant à quelques malades sont tous des essais importants? Et tous des essais qui posent des grandes questions, offrant des chances nouvelles aux patients? Malheureusement, la réponse est non. Malheureusement, la réponse est non, parce que beaucoup de ces essais sont commandités par l'industrie pharmaceutique, certaines pour de bonnes raisons, parce qu'il y a des produits réellement innovants qui donnent des chances supplémentaires et qui sont réellement des atouts supplémentaires pour les patients, et d'autres pour des mauvaises raisons qui sont essentiellement des raisons de marketing, c'est-à-dire essayer de mettre sur le marché des molécules nouvelles. C'est normal, il n'y a pas c'est vrai que pour produire des produits nouveaux et innovants, les laboratoires ont besoin d'assurer une certaine recherche, ont besoin de gagner de l'argent, je ne ferai pas un cours d'économie, et c'est vrai qu'ils ont besoin d'avoir un portefeuille de médicaments qui assure le retour sur investissement des frais qu'ils ont eu pour faire monter un certain nombre de médicaments. Mais le problème de la cancérologie, c'est qu'il y a eu une très longue période sans nouveaux médicaments, et donc il faut que sur leur fond de roulement, on montre un petit peu que Pepsi Cola, c'est la même chose que Coca-Cola, ou un tout petit peu mieux, ou un tout petit peu mieux. Et un certain nombre des essais thérapeutiques qui sont proposés aux patients, aux États-Unis comme en France, là il n'y a rien d'exceptionnel en France, mélangent cette notion d'intérêt du marketing des firmes pharmaceutiques et de l'intérêt scientifique réel. Et en gros, c'est surtout les industriels et le marketing des industriels qui ont la puissance financière, le dynamisme et les moyens pour soutenir les essais thérapeutiques, alors que les universités, les hôpitaux comme l'Institut Gustave Roussy, les centres contre le cancer qui voudraient faire des essais thérapeutiques innovants, etc., n'ont pas la structure juridique et financière qui le permettrait de faire ce type d'essais thérapeutiques. Donc je crois qu'il y a un problème de stratégie et de compréhension dans le public, mais aussi parmi les politiciens, de ce que représentent les essais thérapeutiques en cancérologie en termes de porte d'entrée dans l'innovation. Il est clair que s'il y avait un système cohérent et fort,
on améliorerait les résultats du traitement du cancer, et d'autre part, le transfert de la connaissance vers les patients serait considérablement réduit, et que des choses qui vont mettre probablement 10 ou 15 ans à être faites pourraient être faites avec les connaissances actuelles en 3 à 5 ans. Et il y a un enjeu européen manifeste, et là il y a un retard manifeste de l'Europe sur les États-Unis, et la conséquence de cela est plutôt quelque chose qui risque de s'aggraver. C'est que les firmes pharmaceutiques elles-mêmes considèrent que faire des essais thérapeutiques en Europe, c'est quelque chose qui est coûteux, qui leur apporte peu, et qu'il vaut mieux aller les faire soit aux États-Unis s'ils sont réellement innovants, parce que ça ira plus vite, ça sera mieux fait, et il y aura un retour sur investissement plus rapide, soit si c'est des grands essais sur des très nombreux milliers de malades, d'aller les faire en Europe de l'Est, ou probablement très bientôt en Chine et en Inde, où les conditions d'inclusion de patients seront beaucoup plus rapides et coûteront beaucoup moins cher. Et il y a un risque réel qui est que pour l'Europe, et la France en particulier, soit abandonnée par la recherche thérapeutique pour des raisons économiques, qui aura tendance à se replier quand elle est de haut niveau aux États-Unis et quand elle est pour la commercialisation d'un médicament vers des pays où ça sera plus rapide et moins cher. Et ça, c'est des enjeux dont on ne parle jamais, dont les politiques ne parlent jamais, et qui sont des vrais enjeux de progrès développement. Et la preuve, c'est que des firmes, y compris à forte participation française comme Sanofi et Aventis, ancien Rhône Poulenc, ont tendance à ramener leurs recherches de France vers les États-Unis pour diminuer ce coût et pour augmenter leurs chances de rendement. Donc il y a un problème de fond sur lequel je voudrais attirer votre attention. Les contraintes économiques, on parle beaucoup des contraintes économiques comme un des facteurs limitants du système de santé. Mais souvent, la façon dont les politiques et dans la façon dont la sécurité sociale, pour être clair, et les gens qui régissent la sécurité sociale et le système de santé posent les questions, c'est de donner un ensemble de contraintes sur le système qui fonctionne comme un frein à l'innovation. Et la façon dont le gouvernement, ou les gouvernements, c'est pas un problème de droite ou de gauche, posent la question, c'est de dire comment faire pour qu'on soigne bien les cancéreux, qu'il y ait une équité d'accès au traitement, mais qu'en gros, est-ce que dans 10 ans, est-ce qu'en 2017, on pourrait les soigner comme en 2007, avec les mêmes méthodes et les mêmes résultats, donc, mais pour moins cher. Et finalement, l'équation globale que les politiques demandent au système de santé, c'est de faire la même chose moins cher. Et donc l'innovation, le progrès, c'est quelque chose qui va venir en plus et qui sera donc coûteux, coûter beaucoup d'argent et qui a une fatalité coûteuse. Et donc le système lutte plutôt, et pas de façon perverse parce que c'est pas un plan prémédité, mais rend l'innovation, rend le transfert d'innovation difficile et compliqué dans les hôpitaux, dans la vie réelle de la médecine et du système hospitalier. Et la mauvaise réponse donc c'est de dire, eh bien puisque l'innovation coûte cher, eh bien il faut la contenir, voire la rationner. Et peut-être y a-t-il une autre façon de raisonner, de poser la question autrement, et qui est de dire, après tout, ce qui gagnerait de l'argent pour le système, ça serait de guérir les patients, et donc de leur assurer très tôt les meilleurs soins qui leur donneraient les meilleures chances de guérison. Et est-ce que l'innovation est capable à court ou moyen terme de modifier, non pas le traitement du cancer, mais de certains cancers, et d'emblée de rendre ces coûts globalement moins coûteux. Et si on prend ce type de politique, il y a une stratégie de l'innovation, une stratégie du transfert de l'innovation pour faire bénéficier rapidement, tôt dans l'évolution de leur maladie, les bons malades, ceux qui ont des pas les bons en termes moraux, mais ceux qui ont des chances de répondre à un médicament, d'être capable de les sélectionner et à l'avance de dire ceux-là, ils vont être sensibles à ce médicament, il faut le donner à ceux-là. Et ceci serait probablement une approche plus dynamique pour le système de recherche et plus rentable. Alors, en fait, y a-t-il dans ce tableau qui commence mal et qui a sûrement rendu triste et pessimiste un certain nombre d'entre vous, est-ce qu'il y a une façon de s'en sortir? Est-ce qu'il y a des opportunités? Oui, je crois qu'il y a des opportunités. Et la première, c'est de ça que je vais vous parler maintenant, il y a des opportunités scientifiques. C'est que les connaissances ont été bouleversées, on a compris globalement par rapport à il y a 20 ans,
où là 20 ans, il y avait la question mystérieuse, mais pourquoi est-ce qu'une cellule devient folle? Quelles sont les causes du cancer? Est-ce que c'est un virus? Est-ce que c'est un... Actuellement, on connaît les causes du cancer. On sait que les causes du cancer, c'est le dérèglement d'un certain nombre de gènes dans une cellule et l'addition d'anomalies de ces gènes, d'accélérateurs, des freins qui contrôlent normalement la division cellulaire. Et donc, on sait où chercher, on a changé de paradigme, on comprend globalement où il faut chercher et où, quelles seraient les stratégies, je vous montrerai les exemples pour essayer d'inventer des nouveaux médicaments. Deuxièmement, les technologies ont complètement changé. Et je vous montrerai les progrès de l'imagerie, de la génétique, de la biologie qui ont été rebaptisés. Tout ce qui, il y a encore 5 ou 10 ans, prenait très longtemps, était minutieux, était fait par des armées de techniciens pendant très longtemps. On peut le faire maintenant très vite, à grande échelle et à haut débit, de façon totalement différente. Et ça, c'est aussi un progrès conceptuel tout à fait important. Et un des messages qu'il faut donner, c'est que la France et l'Europe, parce que c'est en fait un enjeu de niveau européen et pas seulement de niveau français, c'est qu'il y aura une stratégie de coordination de ces avancées et d'échange entre ces différentes disciplines qui sont concernées, qui restent trop souvent cloisonnées, sans communication, alors même que les interfaces, l'échange des disciplines, l'utilisation à grande échelle de ces nouvelles technologies pourraient faire avancer les choses beaucoup plus vite. Et il y a probablement clairement une prise de conscience européenne et les programmes cadres de la recherche, on en est maintenant au 7e, mettent un accent très fort sur le développement de ces nouvelles technologies et peut-être on peut espérer que le plan cancer en France et la création de l'Institut national du cancer, qui a obéi à des bonnes raisons, aura aussi, en termes scientifiques, cette opportunité, mais la preuve doit encore en être apportée. Alors maintenant, je voudrais quand même vous montrer en 3 points qu'il y a déjà des progrès et que tout ce que je vous dis a un sens et je vais essayer de vous le montrer en 3 aspects. Le fait qu'on ait changé de compréhension, qu'on comprenne certains des mécanismes du cancer et qu'on comprenne où chercher, a déjà bouleversé la classification des tumeurs. Et on comprend que ce qu'on appelle cancer du sein ou ce qu'on appelle cancer de l'estomac, c'est une tumeur dans le sein ou dans l'estomac, mais que c'est en fait probablement un mélange de plusieurs maladies différentes. Et que tout le monde sait que les cancers du sein, on connaît des cas qui arrivent chez la femme jeune, des cas qui arrivent chez la femme âgée, des cas qui sont plus ou moins familiaux, des cas qui malheureusement meurent en 6 mois et des cas qui durent 30, 40 ans, 50 ans, finalement avec assez peu de traitement. Comment peut-on expliquer ça? La réponse, c'est que c'est probablement des maladies différentes et qu'on ne sait pas les distinguer à l'heure actuelle, et je vais vous expliquer pourquoi, et qu'on les traite de la même façon, alors que probablement on devrait les traiter de façon différente. Et déjà, si vous avez compris ça, vous êtes au cœur des bouleversements qu'on risque de connaître. Deuxièmement, les stratégies de découverte des médicaments, la façon de trouver des nouveaux médicaments anticancéreux ont déjà complètement changé. Et ça, je vous en parlerai également. Et enfin, la façon dont on amène ces médicaments chez les patients et dont on fait des essais thérapeutiques devrait en fait changer et sont en train de changer. Et finalement, quand on fait cette réflexion, est-ce que c'est la première fois finalement qu'une discipline en médecine, dans l'histoire de la médecine, dans l'histoire des sciences, est-ce que c'est la première fois une discipline se trouve confrontée à un bouleversement des connaissances totales qui mériterait de changer la façon d'organiser le système médical, d'organiser la recherche et d'inventer des nouveaux médicaments? Eh bien non, ça n'est pas la première fois. Ça n'est pas la première fois. Et finalement, la situation de la cancérologie au début du XXIe siècle ressemble, dans une certaine mesure, à la situation des maladies infectieuses il y a 100 ans. En 1900. Et donc finalement, qu'est-ce qui se passait en 1900? Eh bien 1900, c'était 20 ans après les découvertes de Pasteur, qui a, non pas découvert tous les microbes, mais qui a découvert certains microbes et qui a donné la théorie bactérienne des maladies infectieuses. Vous comprenez bien que les maladies infectieuses, on connaissait ça avant Pasteur. Il y avait les épidémies, il y avait une notion d'isolement, la notion de contagion, tout ceci existait.
il y avait des mesures sanitaires, il y avait des lazarets, il y avait l'isolement, il y avait de la désinfection, il y avait des discussions pour savoir s'il fallait se laver les mains avant d'opérer ou d'accoucher des patients. Donc il y avait une discussion autour de ça, mais pourquoi il fallait se laver les mains, pourquoi il fallait isoler des malades, l'idée que c'était lié à des germes qui s'appelaient des microbes et que c'est bien que ces microbes, c'était une notion qu'on n'avait pas. Et donc Pasteur, en découvrant les microbes, a changé complètement la façon de voir les maladies infectieuses, de classer les maladies infectieuses, puisque au lieu de classer infection du poumon, on peut diviser entre pneumonie, tuberculose. Donc vous comprenez que même si dans les deux maladies on tousse et on a de la fièvre, elles se soignent pas de la même façon, elles n'ont pas la même gravité. Et vous allez voir que cette comparaison qui a l'air un peu naïve est en fait tout à fait relevante dans le domaine de la cancérologie. Par contre, Pasteur n'a pas trouvé les antibiotiques et il a fallu attendre 60 ans entre Pasteur et les antibiotiques pour que Fleming découvre la pénicilline et commence à faire, à partir finalement des travaux de Pasteur, on n'aurait pas pu trouver la pénicilline avant d'avoir trouvé les microbes, mais le premier antibiotique est donc le premier médicament intelligent qui cible réellement le germe responsable de la maladie. Par contre, en cancérologie, on n'en est pas encore là, et la plupart des médicaments qu'on utilise actuellement en cancérologie, ou les rayons qu'on utilise, ou la chirurgie qu'on utilise, sont des méthodes qui ont une certaine efficacité, de même qu'on traitait les maladies infectieuses sans les antibiotiques avant les découvertes de Fleming. Par contre, les médicaments et les méthodes qu'on utilise ne savent pas distinguer ou distinguent mal entre cellules cancéreuses et cellules pas cancéreuses. La chirurgie ne sait pas distinguer, enlève une tumeur le chirurgien voit et peut oublier des cellules qui se trouvent ailleurs et qu'il ne voit pas, et vous le savez. La radiothérapie peut traiter un champ irradié, mais ne traitera pas les cellules qui sont ailleurs que dans le champ irradié. Et la chimiothérapie tue les cellules qui se divisent, avec beaucoup d'effets secondaires, puisque les cellules qui se divisent, c'est pas seulement des cellules cancéreuses, c'est aussi les cellules du sang, c'est les cellules de la moelle osseuse, c'est les cellules de la bouche, c'est les cellules des muqueuses qui se renouvellent vite. Et donc, vous connaissez les cellules de la racine des cheveux et vous connaissez les inconvénients de la chimiothérapie. Par contre, les molécules de chimiothérapie sont des espèces de bombes générales qui ne reconnaissent pas si une cellule est maligne ou n'est pas maligne, qui ne s'adressent pas à la cause du cancer et à ce qui va mal dans la cellule cancéreuse. Elles savent simplement reconnaître une différence de rapidité dans les divisions cellulaires. Et donc on est finalement, cette comparaison, elle n'est pas si naïve que ça. Et la cancérologie aujourd'hui, elle est quelque part entre Pasteur et Fleming, entre la découverte des microbes et la découverte des antibiotiques. Alors vous allez me dire, mais c'est affreux ce que vous dites, ça va durer 60 ans. Comme entre Pasteur et Fleming. La réponse est non. D'abord, les découvertes dont je vais vous parler, certaines ont déjà 25 ou 30 ans. La découverte des gènes impliqués en cancérologie, la notion qu'il y avait des gènes importants qui s'appellent les oncogènes ou les gènes suppresseurs de tumeurs, ces accélérateurs ou ces freins dont je vous parlais, ça date déjà du début des années 80. Donc il y a déjà 25 ans sur les 60 ans qui sont passés. Deuxièmement et surtout, la recherche ne fonctionne plus du tout de la même façon. Et c'est ça que je voudrais vous faire sentir. La rapidité de ce transfert peut s'accélérer considérablement si on pose le problème de la façon dont il va être posé. Et puis un dernier point, c'est que vous allez voir qu'il y a déjà, dans certains cancers, certes rares, des traitements intelligents qui corrigent des anomalies propres aux cellules cancéreuses, qui savent distinguer entre les cellules cancéreuses et les cellules pas cancéreuses. C'est pas malheureusement dans tous les cancers, mais dans un petit nombre de cancers, mais ça montre que les premiers antibiotiques, les premiers médicaments intelligents du cancer, ils existent et on peut concevoir, et vous en avez vu d'ailleurs des exemples si vous avez assisté à la conférence de la semaine dernière, on peut concevoir comment les traiter, les découvrir. Alors, pour essayer de résumer très rapidement et de façon peut-être un peu folle, 20 ans de découverte sur le cancer, pour vous expliquer ce qui a changé, pourquoi on a compris quelque chose de nouveau et quels sont les enjeux. Comparons la cancérologie au XXe siècle et la cancérologie au XXIe siècle. Alors la cancérologie au XXe siècle a fait, comme on vous l'a dit, de très grands progrès qui reposent entièrement sur un outil de recherche qui est le microscope.
qui est de regarder au microscope des tissus, des cellules provenant de la tumeur, bénigne ou maligne, et qu'on regarde au microscope pour regarder l'architecture du tissu, si elle est normale ou si elle est perturbée, et puis la forme, la taille des cellules. Et là-dessus dépendent finalement les deux choses importantes pour un patient cancéreux. C'est donc au microscope, en regardant des cellules issues de la tumeur, cette discipline qui va s'appeler l'anatomopathologie. Toute la cancérologie depuis 100 ans repose sur la classification histologique, c'est-à-dire du tissu cancéreux, et repose sur ces images de microscope entre des cellules normales, si c'est des cellules de l'intestin, les cellules de la muqueuse normale de l'intestin, qui peuvent proliférer, donner des tumeurs bénignes, des grosses tumeurs, des adénomes ou des polypes, et vous voyez qu'on est capable de les distinguer, et puis que ceci peut aller jusqu'à une vraie prolifération anarchique des cellules cancéreuses. Mais vous voyez que la classification entre tumeurs bénignes ou malignes, qui est quand même importante, parce que c'est là qu'on décidera si vous avez un cancer ou pas un cancer, repose sur l'œil, la morphologie des cellules. Alors le plus souvent, heureusement, ça marche, et le cytologiste et l'histologie est capable de dire si c'est bénin ou malin. Vous verrez, vous savez d'ailleurs, le bon sens populaire, qui est souvent en avance sur la science, sait qu'il y a des cas où c'est pas si facile que ça, qu'on peut se tromper d'abord, et puis qu'il y a des formes où la transition entre bénin et malin, elle n'est pas si claire que ça, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Mais vous voyez bien que l'œil du cytologiste n'est pas capable de trancher dans ces formes. Puis deuxièmement, tout ce qui est malin, finalement, le pathologiste vous dit, eh bien, c'est une tumeur de tel type, et c'est ça qui va déclencher le traitement. C'est là-dessus qu'on traite en disant, eh bien, il faut le traiter comme ci, comme ça, parce que le... Mais pourtant, ce que ne peut pas vous dire le pathologiste, c'est si la maladie va durer 6 mois ou 40 ans, si en l'opérant, le chirurgien va laisser de la tumeur ou ne va pas en laisser, si l'on traite par radiothérapie, est-ce que ça va revenir après la radiothérapie, si on traite par chimiothérapie, est-ce que ça va répondre à telle drogue ou telle drogue. Et pourtant, c'est vraiment les questions qu'on aimerait se poser. Et actuellement, vous voyez que cette classification qui a permis des grands progrès, qui a permis de guérir actuellement environ 60% des cancers, atteint ses limites. Et qu'on voit et qu'on comprend clairement quelles sont les questions auxquelles le pathologiste n'arrive pas à répondre. Et qui sont les questions qu'on voudrait maintenant avoir pour classer les malades autrement, être capable de prédire ce qui va leur arriver. Et nous comprenons, et je vous en l'expliquerai pourquoi, donc que comme une voiture dont l'accélérateur se bloque pied au plancher, comme une voiture dont les freins lâchent progressivement, ce sont des gènes, les oncogènes, les gènes suppresseurs de tumeurs, qui contrôlent normalement les mécanismes de l'accélérateur, les mécanismes des freins des cellules, qui lâchent progressivement ou qui bloquent progressivement l'accélérateur pied au plancher. Et on aurait envie, et on pressent, même si on ne sait pas toujours le faire, qu'à cette classification histologique, cette classification au microscope des tumeurs, pourrait se substituer une autre classification qui, à chacune de ces étapes de la progression d'une cellule normale vers une cellule qui prolifère, mais qui ne garde pas encore des possibilités d'invasion de métastase, c'est-à-dire une tumeur bénigne, puis vers une tumeur clairement maligne, puis vers une tumeur encore plus maligne qui va métastaser, par une tumeur encore plus maligne qui va résister aux médicaments et aux rayons, ce qui est donc une addition d'événements. Ces événements correspondent à des mutations, à des anomalies dans la même cellule, ou dans les cellules descendantes de cette cellule, de ces gènes clés, de ces gènes cibles des divisions cellulaires. Et on rêve de pouvoir substituer à la classification histologique une classification moléculaire qui serait de dire, eh bien, à chacune de ces étapes correspond une anomalie génétique. Alors, on n'en est pas encore là, mais où en sommes-nous actuellement? Eh bien, paradoxalement, ces travaux importants ont abouti non pas à mieux comprendre d'abord la cellule cancéreuse, mais d'abord à mieux comprendre la cellule normale. Et ça vous a été très bien expliqué la dernière fois. Et je voudrais remontrer 2 diapositives que j'ai montrées la dernière fois, qui étaient de vous dire finalement, il y a 25 ans, une cellule, on ne savait pas ce que c'était, on pouvait identifier ça au microscope quand on faisait des cours de biologie cellulaire. C'est pas compliqué, une cellule c'est quelque chose de plus ou moins rond. Puis au milieu, il y a quelque chose qui contient l'ADN et les gènes qui s'appelle le noyau.
autour de la cellule, il y a quelque chose de membrane, et puis entre les deux, il y a plein de petites choses dont on ne sait pas très bien à quoi ça sert, qu'on ne sait pas très bien définir, et qui constituent le cytoplasme. Et donc voilà l'ensemble des connaissances. Or, à partir de l'étude des cellules cancéreuses, en regardant ce qu'il y avait de différent entre une cellule cancéreuse et une cellule normale, tumeur par tumeur, malade par malade, on s'est mis à découvrir, en connaissant, en bénéficiant de l'explosion des connaissances sur le génome, quand on a su séquencer le génome, quand on a su identifier des gènes, on a pu comparer des gènes de tumeurs à des gènes normaux, et on s'est aperçu qu'il y avait des différences. Il y avait plein de différences qui ne sont pas toujours les mêmes, mais qui y a en général une dizaine de différences dans chaque cellule cancéreuse par rapport à une cellule normale. Et que c'est toujours, on ne connaît pas encore tous ces gènes, mais que c'est toujours le même type de gène qui est impliqué, c'est-à-dire les gènes qui sont à la membrane et qui sont des récepteurs pour des signaux à l'extérieur, des facteurs de croissance, et qui sont les récepteurs qui permettent à une cellule de communiquer, qui sont les cellules, qui sont les récepteurs qui sont sensibles, si vous voulez, au feu rouge et au feu vert, qui disent comment si l'accélérateur doit dire aux cellules de se diviser, ne doit pas dire aux cellules de se diviser, ce qui est souvent un mécanisme normal. La production des cellules du sang dépend d'un certain nombre d'agents régulateurs, et puis quand vous cicatrisez, quand vous faites une plaie, vous avez des processus de cicatrisation qui, heureusement, une fois que la cicatrisation est faite, s'arrêtent, parce que ceci est régulé par des feux rouges et des feux verts. Alors, premièrement, ces feux rouges et ces feux verts, ce qui répond à ces feux rouges et feux verts, ce sont ces récepteurs de surface, et que la comparaison avec on vous en a beaucoup parlé la dernière fois, et que la comparaison avec une cellule normale a permis de caractériser. Deuxièmement, on comprend qu'il y a beaucoup de gènes dans le noyau, qui sont les régulateurs de l'expression des gènes, qui sont les gènes activateurs ou inhibiteurs de l'expression de certains gènes, qui ressemblent, si vous voulez, qui agissent comme les doigts d'un pianiste qui, sur un clavier, en se collant à certains endroits de l'ADN, vont non pas faire entendre une mélodie mélodieuse comme les doigts du pianiste, mais permettre que les gènes qui sont situés à côté de la touche sur laquelle appuient ces facteurs s'expriment ou soient inhibés. Et donc ce sont les régulateurs de l'expression des gènes. Et finalement, ce qui est encore plus intéressant et plus récent, c'est de comprendre tout ce qui se passe entre les deux. Qu'est-ce qui fait qu'un signal donné sur la pédale de frein ou de l'accélérateur en réponse à un feu rouge ou un feu vert venu de l'extérieur va être transmis de la surface vers le noyau? C'est par tous ces signaux, par tous ces voies de signal qui vont transmettre par contact moléculaire le signal d'activation de la membrane par étapes vers le noyau. Et ces voies d'activation, une molécule active une autre molécule, qui active une autre molécule, ces cascades d'interaction entre le noyau, entre la membrane et le noyau, qui permettent à une cellule normale de correspondre avec l'extérieur et de répondre aux signaux d'activation et de division, on ne connaît pas encore tout, mais on commence à les élucider. Et donc, vous voyez que d'une connaissance, d'une absence de connaissance des mécanismes normaux de régulation des cellules, on arrive à cette diapositive pléthorique dans laquelle on voit plein de récepteurs, plein de voies d'activation et plein de cibles. Et plein de gènes permettant de réguler l'expression de certains gènes. Et alors, il y a deux façons de réagir à une telle diapositive. D'abord, en n'y comprenant rien, mais ça, c'est une façon générale. La première façon, c'est la façon utilisée, c'est de dire, mais c'est merveilleux, regardez tout ce qui a été fait en 20 ans. On comprend peut-être pas encore tout, mais presque tout. Encore un effort, et on comprendra tout, et on saura tout. Et la deuxième façon, elle est plutôt pessimiste, elle est de dire « mais c'est affreusement compliqué ». C'est affreusement compliqué, on n'y comprend rien, et puis surtout, comment voulez-vous trouver un médicament qui a inhibé l'action de ce gène-là, 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 et qui sera capable, d'autre part, manifestement, beaucoup de choses font la même chose là-dedans. La cellule a des mécanismes redondants qui lui permettent de court-circuiter telle l'absence ou l'anomalie de tel mécanisme. Donc, comment interrompre telle voie d'activation? Une cellule cancéreuse, en gros, est une cellule qui, au lieu d'attendre qu'il y ait un feu rouge et un feu vert, soit parce que la pédale ici est cassée, soit parce qu'une de ces molécules ici est anormale, transmettra en permanence un faux signal d'activation.
et aura en permanence des cellules qui donneront un signal d'activation. Et alors que les freins qui normalement arrêtent ces divisions cellulaires vont lâcher, et donc c'est une cellule dont l'accélérateur ou les accélérateurs sont bloqués pied au plancher et dont les freins progressivement ont lâché. Alors, est-ce que ceci a déjà des applications? Et alors, je vais commencer par un point intéressant qui est de vous montrer que ceci a déjà changé la façon de concevoir des nouveaux médicaments et la façon de découvrir des nouveaux médicaments. Et je vais vous donner 3 exemples qui vous montreront la transition entre l'ancienne façon et la nouvelle façon de trouver des médicaments anticancéreux. L'ancienne façon, c'est de faire confiance aux chimistes, qui sont des gens pleins de qualités, mais qui s'intéressent pas particulièrement au cancer, qui s'intéressent aux molécules, qui savent fabriquer les structures chimiques, qui savent brancher les radicaux sur telle ou telle structure. Mais qui n'ont pas d'idée particulière de ce que cette nouvelle structure qu'ils vont inventer ou synthétiser sera capable de faire sur les cellules vivantes, sur un organisme, etc. Donc ils confient aux biologistes puis aux médecins des millions de nouvelles structures chimiques qu'il faut cribler, screener sur des lignées cellulaires, puis chez des souris, avant de les amener à voir s'ils peuvent avoir un effet anticancéreux et à être de nouveaux médicaments. Et ce mécanisme est très long, très coûteux, très peu productif, et vous savez qu'il a abouti à finalement en 50 ans, parce que finalement depuis le premier médicament anticancéreux qui date à peu près des années 50, il y a une vingtaine, disons une trentaine au maximum de médicaments efficaces qui ont été trouvés par cette méthode. Et tout le traitement de la chimiothérapie du cancer repose sur quelque chose qui est de l'ordre de 20 à 30 médicaments, alors que des millions de molécules ont été fabriquées par les chimistes, ont été testées. Donc un mécanisme très long, très coûteux, très compliqué, très peu performant, très inefficace. Je voudrais vous raconter l'histoire du dernier médicament trouvé par des chimistes, d'autant que c'est trouvé par un Français qui est mort récemment, qui s'appelait Pierre Petier, et qui s'appelle le Taxotere. Et l'histoire du Taxotere est tout à fait exemplaire, parce que Pierre Petier, qui est d'ailleurs un ami personnel que j'ai bien connu, était un chimiste de génie, mais n'était pas médecin, ne travaillait pas s'intéressait au cancer, parce que malheureusement ça a frappé les gens de sa famille, mais n'avait pas de connaissances particulières en biologie du cancer. Et par contre, il se passionnait pour les plantes. Et il dirigeait à Gif-sur-Yvette un institut qui s'appelle l'Institut des substances naturelles. Et j'ai visité un parc avec lui au Brésil, et il était capable de dire dans chaque feuille de chaque arbre qu'il y avait là-dedans des produits pour le cœur, des produits pour la tension artérielle, des produits pour les pieds, enfin il était capable de voir à travers les feuilles pour trouver tout ce qu'il y avait dedans. Et il s'est intéressé à un arbre particulier, j'ai une mauvaise diapositive, qui est l'if. Alors l'if, vous le connaissez, c'est en fait un grand arbre. Là, c'est les cultures industrielles d'if. Et il y a dans l'écorce de l'if un poison qui existe, qui est une substance naturelle, qui s'appelle le taxol. Et déjà, dans la guerre des Gaules de Jules César disait que les chevaux des soldats qu'on attachait à ces armes, qui grignotaient l'écorce, qui rongeaient l'écorce pendant la nuit, étaient retrouvés morts le lendemain. Et des chimistes depuis longtemps essayaient de comprendre ce qu'il y avait dans l'écorce de l'if, ont isolé une molécule qu'ils appellent le taxol, qui est connue depuis les années 60 et qui était une substance dont on a montré assez vite d'ailleurs qu'elle avait une action anticancéreuse tout à fait importante. Par contre, comment fabriquer du taxol pour des malades, pour traiter des malades, alors que cette substance existe? Eh bien, c'est affreusement compliqué. Il faut purifier à partir de tonnes et de tonnes d'écorce d'if. Il faut purifier par des gaz très coûteux, très compliqués, etc. Cette molécule qui existe naturellement dans l'écorce de l'if. Et on a calculé que pour traiter un malade, il fallait 3 arbres qui mettent 100 ans ou 200 ans à pousser. Et c'est la première fois dans l'histoire que les capitalistes et les écologistes ont été d'accord pour dire que le taxol n'avait aucun avenir, puisqu'il fallait raser des forêts, dépenser des millions, et que c'était pas possible de produire par cette voie de purification à partir de la substance naturelle assez de taxol pour traiter les malades qui pouvaient en avoir besoin.
Et le côté génial de la découverte de Pierre Petier est de s'être intéressé, donc puisque lui s'intéressait à ce qu'il avait, à essayer de comprendre comment l'écorce de l'if fabriquait cette substance, le taxol. Et en s'intéressant non pas à l'écorce du tronc de l'arbre, mais à l'aiguille, vous savez, ces épines qui sont en fait des feuilles, aux feuilles de l'if, qui sont ces espèces d'épines. Vous savez que le taxol, le l'if, c'est ce qui donne ces baies rouges, qui sont d'ailleurs assez toxiques également. Et alors les feuilles, c'est facile parce qu'il suffit de recueillir les feuilles, il n'y a pas besoin de couper l'arbre. Et comme le disait brillamment Petier, c'est quand même plus simple d'aller chez le coiffeur que de se faire guillotiner. Et on comprend tout de suite que c'est plus intéressant. Donc il a regardé ce qu'il y avait dans les feuilles de l'if. Et dans les feuilles de l'if, il a isolé une substance naturelle que sait fabriquer la feuille de l'if, qui est le précurseur naturel du taxol. Sans vous dire le nom compliqué, c'est qu'il a appelé le DAB. Et ce qu'il y a dans l'écorce de l'if et pas dans la feuille, c'est un mécanisme qui sait transformer ce DAB, ce précurseur naturel, dans cette substance active toxique qu'est le taxol. Par contre, la feuille sait fabriquer le précurseur, mais ne sait pas aller jusqu'au bout de la chaîne pour fabriquer le taxol. Et la première découverte extraordinaire de Petier, c'est d'avoir au laboratoire, à partir de ce DAB qu'on pouvait purifier de la feuille de l'if, c'était plus simple que de purifier de le taxol de l'écorce, à partir de ce précurseur, il a réinventé au laboratoire la chaîne d'événements que sait faire l'écorce et il a fabriqué du taxol semi-synthétique. Pas complètement à partir de rien, mais à partir du précurseur, il a su faire du taxol et il a fait la première hémisynthèse du taxol. Et ça, c'était dans les années 70, vous voyez que c'est déjà... Mais c'est vraiment un travail de chimiste tout à fait remarquable. Et c'est ce qui a permis, en fait, au taxol de devenir un vrai médicament anticancéreux en faisant, et comme il était français, travaillant au CNRS, il n'a pas su le breveter et le protéger. Et cette découverte française a été volée aux États-Unis et a fait la fortune du laboratoire Bristol-Myers, qui a commercialisé un très grand médicament anticancéreux. Donc, en faisant donc l'hémisynthèse du taxol à partir de ce précurseur. Pour ceux que ça intéresse, c'est d'ailleurs tout récent que des chimistes aient pu reconstituer au laboratoire l'ensemble de la chaîne et soient capables maintenant de synthétiser complètement du taxol à partir de carbone, d'oxygène, etc. Donc de refaire l'ensemble de la chaîne, alors que l'arbre lui-même savait en faire une partie. Mais par contre, ce qu'a fait Petier d'encore plus étonnant, alors il a confié cela à des cancérologues et donc il a été découvert, essentiellement aux États-Unis d'ailleurs, que ce taxol est un médicament tout à fait intéressant. Mais il a continué à travailler sur son précurseur, le DAB. Il a essayé de brancher des nouvelles molécules, des nouveaux radicaux sur son précurseur. Et à partir du DAB, il a fabriqué un analogue chimique en branchant des radicaux sur le noyau de ce précurseur et a créé cette fois un produit qui n'existe pas dans la nature, qui est un produit artificiel à partir d'un précurseur naturel. Et ce produit, c'est un agent anticancéreux qui est probablement encore plus actif que le taxol, et en tout cas d'usage plus simple que le taxol, et qui s'appelle le taxotere, le 2C-taxol. Et c'est ce que j'appelle le dernier grand médicament anticancéreux du XXe siècle. Mais vous voyez que c'est un travail purement de chimie, et que c'est pas un travail de connaissance de la cellule cancéreuse et de réflexion sur ce qui va aller avoir une activité anticancéreuse. C'est ce screening. Alors, quel est le médicament du passage du XXe au XXIe siècle? C'est un médicament anticancéreux que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelle l'herceptine. Et l'herceptine, finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'il vient, cette fois, il est découvert et inventé par les gens qui travaillent sur la cellule cancéreuse, mais il est produit comme un outil de recherche. Au départ, ça n'est pas un médicament, et les gens qui le font n'ont pas l'idée d'en faire un médicament, mais un outil de recherche. C'est un anticorps monoclonal, c'est un anticorps qui est utilisé pour chercher des nouveaux récepteurs, des nouvelles structures de surface. Je vous ai parlé de ces récepteurs de membrane qui servent de récepteurs pour des facteurs de croissance,
permettant aux cellules de répondre par une activation, par une prolifération à des signaux venus de l'extérieur. Et au moment où on trouve les oncogènes, au moment, un grand chercheur des oncogènes qui s'appelle Bob Weinberg, quelques années après la découverte des anticorps monoclonaux, quelques années après la découverte des oncogènes, a l'idée tout à fait géniale de rechercher, de fabriquer des anticorps monoclonaux contre les cellules cancéreuses pour essayer de voir si ces anticorps monoclonaux reconnaissent des choses différentes sur les cellules cancéreuses par rapport aux cellules normales. Et il trouve un anticorps qui est dirigé contre une tumeur de rat. Et effectivement, cet anticorps reconnaît quelque chose qui est conservé entre le rat et l'homme et qui a un nouveau récepteur, que le nom du récepteur importe peu, il s'appelle HER2 et c'est un récepteur qui ressemble au récepteur de l'épidermal growth factor, de l'EGF, dont on vous a parlé la semaine dernière. Le point tout à fait intéressant, c'est que cet oncogène, ce nouveau récepteur anormal, il est surexprimé chez un certain nombre, sur les cellules d'un certain nombre de patients cancéreux, en particulier dans le cancer du sein. Mais que ça n'est pas chez tous les cancers du sein. Vous avez déjà la notion, quand je vous disais que le cancer du sein est probablement un mélange de maladies différentes, vous voyez qu'on commence à rentrer dans la dissection de ce type de cancer, puisque 30% des patientes expriment sur les cellules, vous voyez ce cercle noir qui est le marquage par cet anticorps trouvé par Weinberg, exprime ce récepteur et même le surexprime, et ça c'est le gène qui correspond à ce récepteur. Vous voyez qu'au lieu qu'il y ait 2 copies par cellule du gène de ce récepteur, il y en a plein. Et il est amplifié, comme on dit, et qu'il y a plusieurs copies. Vous voyez, tous les taches blancs correspondent à des copies du gène, et il y a dans la cellule cancéreuse une dérégulation de ce gène qui est hyper exprimée. Et ceci ne se voit pas chez toutes les patientes, se voit simplement chez 30% des patients. Et de façon intéressante, ce sont des patientes de mauvais pronostic, ce sont des patientes qui ont un mauvais cancer du sein, dont on sait qu'il sera peu sensible à un certain nombre de médicaments. Mais vous voyez que ceci est développé essentiellement comme un outil de recherche et non pas comme un médicament. Pourtant, à partir de cet outil de recherche, on fabrique un anticorps humain qui reconnaîtra la même chose, et on essaye de voir s'il inhibe la prolifération des cellules au laboratoire. La réponse est oui, et on essaye d'en faire un médicament, mais qui ne sera pas un médicament général du cancer, qui sera le premier médicament ciblé, puisqu'il reconnaîtra quelque chose qui est exprimé sur certaines cellules cancéreuses, chez certaines patientes atteintes de cancer. Et ce médicament, c'est l'Herceptine, qui est commercialisé actuellement par les laboratoires Roche, et qui effectivement, dans ces cancers du sein graves, ça c'est une diapositive, quand ces cancers du sein sont métastatiques, ils sont en général mal guéris ou pas guéris par la chimiothérapie, et vous voyez la courbe de survie de ces patientes qui ont ce mauvais pronostic au stade métastatique, vous voyez que la chimiothérapie n'arrive pas à guérir ces patientes au bout de 2 ans, et que par contre l'addition de l'Herceptine à la chimiothérapie a un meilleur effet. C'est pas un médicament très puissant, mais vous voyez qu'il y a des patients qui survivent à très long terme et qui sont apparemment en très longue rémission depuis que ce médicament est utilisé. Alors maintenant, le grand progrès, c'est qu'on commence à le donner tôt dans le début du traitement, y compris à des patients qui initialement expriment ce récepteur, expriment cet oncogène, dont on sait qu'elles ont un mauvais pronostic, qu'elles répondront mal à la chimiothérapie, et on commence à le donner extrêmement précocement, pratiquement après l'intervention pour le cancer du sein, et là il y a un avantage de survie qui est tout à fait considérable. Donc vous voyez que l'intérêt des essais précoces est d'entrer tôt dans des essais thérapeutiques et non pas à la fin, quand l'avantage il existe, mais il est bien modeste et il est difficile à mesurer. Et actuellement, ce médicament est un des grands progrès dans le cancer du sein, mais donc vous voyez qu'il n'est pas un médicament général du traitement du cancer du sein, qu'il s'adresse à une sous-catégorie de patientes qui surexpriment ce récepteur et qui représentent des patientes ayant un mauvais pronostic. Donc un grand progrès thérapeutique, mais surtout un grand progrès parce qu'il commence à disséquer des types différents au sein du cancer du sein. Il introduit la notion de thérapeutique ciblée. Et finalement, le nouveau médicament du XXIe siècle, le premier qui correspond réellement à ce que je vous ai dit, c'est
un médicament commercialisé par Novartis sous le nom de Glivec, et qui est vraiment cette fois l'inversion du processus. Ce n'est plus des chimistes qui produisent des molécules au hasard, pas au hasard, mais parce qu'elles les intéressent au plan chimique, et qui regardent si par hasard elles ont une action anticancéreuse. C'est des biologistes qui étudient la cellule cancéreuse et qui cherchent les anomalies dans les cellules cancéreuses. Et alors cette diapositive est en couleur normalement, mais les couleurs ont disparu. Il s'intéresse à une leucémie particulière qui s'appelle la leucémie myéloïde chronique et qui se caractérise, on le sait depuis longtemps, par une anomalie chromosomique, par une cassure sur 2 chromosomes, le chromosome 9 et le chromosome 22. Il y a une cassure ici sur le chromosome 9, une cassure ici sur le chromosome 22, et ceci aboutit à un réarrangement. Il y a un échange, il y a un morceau du chromosome 9 qui passe sur le 22, et un morceau du 22 qui passe sur le 9. Et ceci aboutit à ce chromosome réarrangé qui comprend une partie de chromosome 22 et une partie de chromosome 9. Et à cette jonction ici, vous le verriez, cette diapositive n'avait pas été censurée par l'ordinateur, vont se retrouver nez à nez, l'un à côté de l'autre, 2 gènes qui normalement ne sont pas ensemble dans le génome, qui sont sur des chromosomes différents, et qui vont venir nez à nez, tête bêche, au point de cassure dans cette leucémie. Et cette juxtaposition de gènes, ou plus exactement de 2 morceaux de gènes, va aboutir à la création d'un nouveau produit, d'une nouvelle protéine, qui sera un faux transmetteur, un faux activateur du signal, et qui sera une protéine de fusion qui s'appelle en jargon scientifique BCR-ABL, parce que c'est un morceau du gène BCR et un morceau du gène ABL, mais qui vont être lus en continuité et fabriquer une protéine en continuité. Cette protéine sera un activateur permanent dans cette leucémie. Donc je vous ai montré des 2 gènes mis bout à bout, et voilà donc cette fois des chercheurs qui sont vraiment des biologistes de la cellule cancéreuse, qui s'intéressent au cancer, qui essayent de comprendre quels sont les mécanismes et quelles sont les fonctions de ce nouveau gène anormal dans ces cellules cancéreuses, et qui connaissent la structure du gène. Vous savez que séquencer un gène, c'est quelque chose qu'on sait faire maintenant relativement simplement. Et qui ont, à partir de cette séquence, déduisent l'existence d'une protéine produite par ce gène, qui a une forme, une fonction, et comprennent que cette protéine va exercer une fonction enzymatique, qui sera une action de phosphorylation. Ce sera une de ces kinases, une de ces phosphorylases dont on vous a expliqué le fonctionnement il y a 8 jours. Et donc en fait, cette translocation, cette mécanique de fusion, aboutit à la création d'un nouvel enzyme qui, au lieu d'être régulable, au lieu d'être parfois comme un interrupteur, d'être parfois éteint, parfois allumé en fonction des besoins réels de la cellule, sera toujours allumé, démasquera toujours son activité enzymatique et produira toujours en permanence son activité, son activation, donnera en permanence ce signal. Et on peut créer des modèles animaux où on voit que c'est bien ça qui cause la leucémie, parce que si on transfère les cellules de souris normales juste ce morceau de gène anormal, eh bien on fabriquera cette protéine et les cellules deviendront leucémiques. Et donc on sait bien que c'est cette protéine qui rend les cellules leucémiques, et que c'est donc cette fonction anormale de phosphorylation qui est responsable de la cancérisation. Alors, quand on connaît la séquence du gène, on sait où est le site enzymatique, on sait aussi que puisque ça transfère du phosphore, alors c'est un peu, juste un mot pour ceux que ça intéresse, c'est important, beaucoup de ces protéines sont effectivement des transféreurs de phosphore, et dans cette cascade dont je vous ai parlé, qui va de la cellule vers le noyau, l'activation en cascade des messagers se fait souvent par transfert de phosphore. Pourquoi? Parce que c'est un mécanisme qui est simple, qui produit peu d'énergie, qui nécessite peu d'énergie, mais qui va changer, quand vous branchez les amplificateurs, vous pouvez changer la forme dans l'espace d'une protéine. Et vous avez des protéines phosphorylées qui ont une certaine forme, vont se mettre à avoir une forme complètement différente, et vont se déplacer dans la cellule pour se lier à d'autres protéines, et en changeant de forme, elles changent de partenaire. Au lieu d'être liées à certaines protéines dans la cellule, elles vont se déplacer vers d'autres niveaux de la cellule et se lier à d'autres partenaires, et en se liant à ces partenaires, elles vont modifier leur forme,
et ce partenaire va transmettre à son tour un signal, et c'est ainsi que la cascade va se propager de la membrane vers le noyau. Donc, on comprend comment fonctionne cette protéine, et on voit que le donneur de phosphore, la molécule qui sert à produire les ions phosphore, c'est l'ATP. Et l'ATP a un site de fixation sur cette protéine, et c'est parce que l'ATP se colle ici qu'il y a du phosphore que le site enzymatique peut transférer ailleurs sur notre protéine. Alors, comme on déduit de la séquence du gène la nature de ce site de fixation de l'ATP, on peut demander aux chimistes, non pas de produire 1 million de molécules pour voir si par hasard, mais on fait des modèles dans l'espace, comme vous a montré la dernière fois, et on dit fabriquez-moi une petite molécule, fabriquez-moi un agent chimique qui ira se fixer à cet endroit-là et qui empêchera par compétition, qui va bloquer ce site de fixation de l'ATP et qui empêchera cette molécule de venir se fixer et qui privera donc de phosphore cette molécule qui active les cellules en transférant des ions phosphore. Et donc c'est un médicament intelligent qui va effectivement bloquer non pas la fonction enzymatique, mais la façon dont l'enzyme trouve du phosphore pour transmettre son signal. Et cette molécule existe, elle a été trouvée par des chimistes, et c'est ce nouveau médicament, le Glivec. Et vous voyez ainsi comment la chaîne de conception même de la découverte du médicament est modifiée, puisqu'il ne s'agit plus de cribler des millions de molécules pour voir si par hasard l'une n'aurait pas une activité, mais cette fois on connaît un gène, on sait qu'il correspond à une fonction, on sait qu'il est anormal dans une cellule cancéreuse, on sait l'anomalie et l'anomalie de fonction que ceci produit, et comme on connaît la structure dans l'espace de ces molécules, comme on peut déduire les sites qui sont importants pour la fonction de cette molécule, on peut passer commande aux chimistes de fabriquer un agent chimique qui ira se coller à tel endroit, qui aura telle forme et qui empêchera donc l'action de la protéine. Donc on renverse complètement ce processus de découverte des nouveaux médicaments anticancéreux. Et le chimiste, cette fois, n'est qu'un producteur intelligent de médicaments dont les biologistes du cancer lui passent commande. Et ça, comprendre ce mécanisme, c'est comprendre quels sont les nouveaux enjeux de la recherche de nos médicaments anticancéreux. Ce Glivec, de façon intéressante, c'est devenu le grand médicament de la leucémie myéloïde chronique. Il a changé. Écoutez, j'ai un problème de diapositive, et là, je pense que je vais peut-être m'arrêter là. Ce Glivec, c'est peut-être parce que mon temps est épuisé et que les gens de la projection veulent nous faire comprendre qu'il est tard, donc je vais recevoir ce message. Alors le point tout à fait intéressant, c'est que donc cette leucémie est relativement rare. Par contre, c'est le grand médicament de cette leucémie dont il a changé complètement le pronostic. Et on s'est aperçu de façon étonnante qu'il était actif dans d'autres tumeurs qui n'ont rien à voir avec le leucémie, et en particulier dans une tumeur tout à fait rare, qui sont des sarcomes. Les sarcomes sont des tumeurs du tissu conjonctif, des sarcomes intestinaux, qui s'appellent dans notre jargon les gystes gastro-intestinal stromal tumors, qui sont des volumineuses tumeurs très rares, qui poussent à partir de certaines cellules du tissu conjonctif du digestif, et qui donnent ces très volumineuses tumeurs de l'abdomen, que vous voyez ici sur ces radios. Et de façon intéressante, ces tumeurs étaient très rares et les médecins ne savaient pas le traiter. Il y a peu de séries de malades ayant cela, mais les quelques cas moi j'en ai vu un certain nombre, les quelques cas qu'on a essayé de traiter par la chimiothérapie ne répondaient pas du tout à la chimiothérapie, par la radiothérapie ne répondaient pas du tout à la radiothérapie, alors on les opérait, on n'a pas cette très volumineuse tumeur, mais elles finissaient par récidiver, et même si l'évolution est relativement longue, vous voyez que tous les malades, en fait, mouraient de cette maladie, malgré des interventions chirurgicales répétées. Et on s'est aperçu, en fait, que sur cette tumeur, on va peut-être s'arrêter là parce que je n'arrive plus à... Bon, que dans cette tumeur, il y avait...
Non, bah tant pis. Est-ce que vous pouvez revenir une diapositive en avant, revenir en arrière? Voilà, on s'est aperçu que de façon tout à fait étonnante, le Glivec changeait totalement le pronostic de cette maladie et guérissait carrément cette tumeur, puisque ça, c'est pratiquement la courbe de survie de la population normale, et que maintenant, ça fait à peu près 20 ans, enfin pas 20 ans, ça fait maintenant à peu près, vous voyez qu'il y a des malades qui sont traités depuis, alors c'est une vieille diapositive, là on a 30 mois, moi je connais des malades qui sont traités par cette tumeur qui ont été dans les premiers essais thérapeutiques, et qui sont traités depuis 5 ans, et qui n'ont pas eu de rechute depuis 5 ans par cette molécule. Et c'est tout à fait intéressant, parce que cette molécule a permis de voir que dans cette tumeur, il y a un autre récepteur qui n'est pas le même qu'un myélite chronique, mais qui est aussi anormal. Et que ce médicament intelligent conçu pour inhiber la fonction de phosphorylation d'un gène particulier, ben il bave un peu, il est spécifique, il a été conçu comme inhibiteur d'Abelson, il inhibe un autre récepteur qui s'appelle KIT, et même un troisième qui s'appelle le PDGF récepteur, c'est pas très important, mais vous voyez qu'il est capable d'inhiber d'autres récepteurs en fait de la même façon, parce que c'est la façon dont ces récepteurs utilisent l'ATP comme donneur de phosphore, utilisent un site qui a à peu près la même conformation chimique que celui de Abelson, le premier gène que je vous ai montré. Et donc ce Glivec a d'autres actions dans d'autres types de tumeurs qui sont malheureusement des tumeurs relativement rares, mais vous voyez qui changent complètement le pronostic. Et vous savez que des médicaments de ce type sont en train d'être trouvés gène par gène. C'est un travail long, c'est un travail compliqué, à la fois de démembrement des tumeurs et d'invention de nouveaux médicaments. Mais ce que j'ai essayé de vous montrer au cours de cet exposé, c'est qu'il y a maintenant des procédés intelligents, et je finirai là-dessus, j'ai pas le temps d'aller beaucoup plus loin, à la fois pour classer autrement les tumeurs et pour dire, dans le cancer du sein, il y a probablement 2, 3, 4, 5 maladies différentes, et qu'on a actuellement, je n'ai pas le temps de vous le montrer, et peut-être je vous le montrerai dans une autre conférence, on a peut-être des moyens actuellement de sous-classer par la génomique ces tumeurs et de dire ceux qui sont de très mauvais pronostics et ceux qui sont de très bons pronostics. Pour le moment, peut-être simplement de les traiter de façon différente et faire des traitements agressifs par ceux qui sont de très mauvais pronostics et des traitements allégés, probablement plus que ceux qu'on fait à l'heure actuelle, à ceux qui sont de bons pronostics, alors qu'actuellement on les traite tous de la même façon, par un système, excusez-moi de cette comparaison triviale, de confection taille unique. On fait le même costume, voilà, parce qu'il s'agit de femmes, la même robe à tout le monde, avec une seule taille, et cette robe parfois tombe très bien et va très bien, mais pour un certain nombre de malades, d'abord on les traite probablement trop, et c'est dommage, parce que ça veut dire qu'on fait un certain nombre de traitements lourds, de radiothérapie, de chimiothérapie, qui sont inutiles, parce qu'on sait que statistiquement ça fait quelque chose, mais on ne sait pas sélectionner les quelques malades pour qui ça fait vraiment quelque chose. On a actuellement des moyens qui permettent peut-être de les sélectionner. Et puis on sous-traite manifestement, on traite mal un certain nombre de malades chez qui la robe, elle est pas adaptée du tout à la nature de la tumeur. Et actuellement, on n'a pas les moyens de distinguer au départ cette population. J'essaierai de vous montrer dans une autre conférence qu'on a actuellement, en tout cas, des pistes pour distinguer et sous-classer les cancers du sein et d'autres cancers comme le mélanome en non pas une maladie qu'on traite de façon standard, mais 2, 3, 4, 5 maladies, et que c'est probablement vers ce changement de la classification des maladies qu'on va d'abord assister en faisant les traitements plus adaptés à chaque type de malade. Et puis l'autre étape qui va se poursuivre parallèlement, parce qu'il n'y a pas vraiment de lien entre les deux, c'est qu'à partir du moment où on connaît les gènes de gravité, les gènes qui sont responsables de la prolifération, on peut se servir de ces gènes comme cible pour essayer de trouver des nouveaux médicaments qui vont de façon intelligente inhiber la fonction qui est déréglée spécifiquement dans chaque cellule cancéreuse. Et c'est ce processus qui est en route à l'heure actuelle et qui nécessite une collaboration, une coopération de très large niveau entre de très nombreux laboratoires de recherche fondamentale, parce qu'il s'agit de recherche très fondamentale sur les gènes, sur les protéines, sur les cellules, et de la recherche industrielle pour fabriquer les molécules qui correspondent, et puis de la recherche clinique, qui sont les médecins qui vont tester ces études chez les patients et faire ces essais thérapeutiques. Donc c'est vraiment cette espèce de coordination et ce réseau
qui devrait être mis en place et dont les gouvernants et les citoyens devraient comprendre l'importance, et pour que cette histoire entre les nouveaux microbes, puisque cette histoire, puisqu'on est pour reprendre cette comparaison entre Pasteur et les antibiotiques, pour que ce chemin ne dure pas 60 ans, entre la découverte du premier microbe et la découverte du premier antibiotique, mais quelque chose qui pourrait être de 3 à 10 ans. Je vais m'arrêter là parce que j'ai été bien long et je vous remercie de votre attention.